Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. Un nouvel épisode qui va aborder un de mes sujets préférés, qui est celui de comment apprendre à se mettre soi en premier. Alors j'ai quelques questions pour vous. Est-ce que parfois vous avez l'impression que l'on profite de vous? Que l'on prend plus que ce que l'on vous donne en retour? Est-ce que vous avez l'impression parfois de vous sacrifier pour des besoins d'autrui, mais qu'en fait, leurs besoins, c'est surtout des besoins que vous avez projetés et qui n'ont jamais rien vraiment demandé? Alors pourquoi on fait cela? Bien, il y a plusieurs explications et souvent, ça va découler de différentes choses. Vous avez sûrement entendu le pourquoi on fait cela, parce que c'est un sujet qui me touche aussi directement et personnellement. Alors, il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons pour lesquelles on a tendance à donner trop, à trop donner, c'est que instinctivement, implicitement, il y a une croyance, une impression qu'il faut donner beaucoup pour être peu aimé. Cela peut découler soit d'une modélisation, on a vu des personnes faire cela quand on était petit et du coup on fait la même chose. Ça peut aussi découler d'expériences négatives dans notre passé, dans notre enfance. Puis il y a aussi l'aspect de tout simplement avoir des traits d'agréabilité au niveau de notre personnalité qui sont juste plus importants. Et du coup, tout ce qui touche à l'entraide, à la bienveillance, à l'empathie, il y a une sensibilité particulière à cela. Mais en parallèle, c'est aussi ces personnes-là qui sont le plus sujettes à l'épuisement, à la dépression. Et puis ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que l'on continue de naviguer dans cette impression que les autres sont toujours plus importants que nous, bien sûr, le long terme, ça ne tient pas. Il commence à y avoir de l'amertume qui s'installe petit à petit, du ressentiment, et vraiment cette impression d'être utilisé et non considéré, que finalement on profite tout simplement. Et parallèlement, paradoxalement, on va refuser de demander ce dont on a besoin parce qu'on n'a pas envie de déranger. On crée un système que l'on maintient à travers nos actions et nos inactions qui continue de perpétuer ce cycle qui, au final, quand bien même de l'extérieur, en apparence, on a l'air d'être une personne super généreuse, avenante et bienveillante, au fond, il y a quelque chose qui bouillonne, qui n'en peut plus. Et en même temps, on n'a pas l'impression qu'on a le droit de l'exprimer parce que si tout d'un coup, on se mettait soit en premier, soit en avant, alors là, ça viendrait casser la dernière chose qui finalement justifie pourquoi l'on fait tout cela. Et ça, c'est cette impression qu'à ce moment-là, on ne serait plus une bonne personne et qu'on va complètement arrêter de nous aimer. Et ça, vous le savez déjà, c'est du drame mental. Mais il y a quand même à chaque fois une différence entre savoir, oui, c'est du drame mental, ok, c'est la partie théorique, et en même temps, on pratique comment est-ce que je le vis, comment est-ce que je peux transformer cela. Ce qui est important de remarquer et d'intégrer, et en tout cas pour ma part la première fois qu'on me l'a dit, mais aussi la deuxième fois et la 10e fois, ça m'a quand même piqué, c'est que tant que l'on se met soi-même en posture de victime, on va pas pouvoir sortir de là. Alors peut-être que ce terme vous paraît un peu fort, vous êtes là, vous aidez, puis après je vous dis mais en fait vous vous mettez en victime, en position de victime, peut-être qu'il y a une partie de vous qui va trouver cela injuste. Et pourtant, c'est un peu ce qui se passe. Alors, une des premières choses que l'on va commencer à faire, c'est en même temps que l'on n'ose pas demander parce qu'on n'a pas envie de déranger, on va quand même faire des demandes passives. On va exprimer un mal-être, par exemple. On va un peu se plaindre, critiquer. Mais on va jamais demander à la personne avec qui on interagit si elle peut nous aider, si elle peut le faire pour nous. Parce que c'est un interdit. Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi il y a cet interdit. Quelle est la croyance derrière qui soutient cela, cette inaction, mais qui finalement, profondément, nous rend tous un peu zinzin sur le long terme.
Alors quand je dis qu'on se met en posture de victime, ça se fait au niveau inconscient et puis on pourrait se poser la question, mais à quoi ça nous sert de se mettre en posture de victime? Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'avantage d'être en posture de victime, c'est qu'il y a la déresponsabilisation qui vient avec. Et parfois, on préfère se déresponsabiliser plutôt que de faire ou dire quelque chose qui est perçu et anticipé comme étant désagréable. Comme par exemple, mettre une limite et la tenir. Justement, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui étaient dans un métier de service. D'accord ? Enseignants, enseignantes, médecins, infirmiers, psychologues, même des coachs. Et justement, un jour, je coachais une enseignante qui n'en pouvait plus de recevoir des messages à passer 22 heures ou bien durant le week-end, malgré le fait qu'elle ait dit plusieurs fois à tous les parents d'élèves de respecter des horaires décents de communication, étant donné qu'ils avaient son numéro de téléphone privé. Donc on peut tous déjà anticiper ce qui se passe. 90% des parents comprennent tout à fait et respectent ses limites, ses besoins, sans qu'elle ait besoin de les renforcer, mais il y a 10% qui, non, oublient, peut-être s'en fichent ou sont tout simplement maladroits, peu importe au final. Et déjà dans cette situation, quand elles m'ont parlé, on pouvait ressentir la trame d'un jeu de pouvoir. C'est-à-dire que cette enseignante était littéralement bloquée à l'idée qu'on puisse lui en vouloir et qu'on puisse rendre sa vie difficile, qu'elle en a oublié qu'elle aussi a des droits, qui sont aussi valides et importants que l'inquiétude des parents. Et puis elle en a oublié aussi qu'il y avait tout un système de direction qui la soutiendrait si effectivement les choses partaient en sucette. Et sur le moment, tout ce qu'elle ressent, c'est de l'impuissance, de l'inconfort. Et que la seule option qui est la plus viable sur le long terme, c'est de se soumettre et de se censurer. Tout ça dans le but d'éviter un conflit anticipé, projeté, mais qui n'est pas en train d'arriver. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on perçoit les attentes de quelqu'un, on se sent quasi instinctivement obligé d'y répondre. Et une des hypothèses qui explique cela est la suivante. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, cela sous-entend que sans cela, nous sommes, entre guillemets, vulnérables. En fait, nos besoins sont aussi nos potentiels axes de faiblesse. Dans le sens que si j'enclenche un peu ma sociopathe intérieure, si j'ai envie d'affaiblir quelqu'un, je vais lui empêcher de répondre à ses besoins fondamentaux. Nos besoins fondamentaux, par exemple, sont de pouvoir manger, dormir et socialiser. C'est d'ailleurs pour cela que les techniques de torture qui isolent, empêchent de dormir et affament sont utilisées. C'est qu'une personne ne va pas tenir longtemps psychologiquement là-dessus. Donc c'est pourquoi que lorsqu'on est en face d'une personne qui montre clairement ce dont elle a besoin, qu'elle ne cache pas cela, qu'elle assume ses vulnérabilités, cela suggère aussi inconsciemment qu'elle est assez forte pour que si on ne la satisfasse pas, elle puisse nous rendre la vie difficile. Et à contrario, si on la satisfait, si on crée une alliance, cette alliance, on l'espère, un jour va fonctionner comme une sorte de garantie pour que le jour où on en a besoin, on aurait besoin d'un soutien, et bien que cette personne sera là, sera présente. Même si il est fort probable que, puisque l'on n'a pas envie de déranger, on va jamais oser le lui demander. Peut-être aussi que, avec ce système implicite que je viens d'expliciter, vous reconnaissez aussi les schémas et les systèmes d'alliance féodales, qui d'une certaine manière persistent dans notre inconscient collectif. Et pour parler vraiment en langage only up to you, c'est mamie, une des parties primitives du cerveau qui s'occupe de tout ce qui touche au lien social, qui surinterprète et fait une fausse analyse. Puisque justement, aujourd'hui, nous sommes tous égaux, en principe aux yeux de la loi, et que du coup, il n'y a plus besoin de maintenir ces anciennes règles sociétales, d'alliance, etc., au-delà d'un certain seuil. En tout cas, pas au prix d'un sacrifice personnel trop important. Mais justement, maintenant, puisque nous sommes en principe tous égaux aux yeux de la loi, nous pouvons aussi avoir la pensée et la croyance qu'il est normal d'être respecté et anormal de demander, rappeler et expliquer que l'on respecte notre limite et nos besoins. Et en fait,
ce qui se passe, c'est pas que les autres, en guillemets, en ont rien à faire de vous, de nous, c'est que tout simplement, leurs besoins sont plus importants que votre confort. Et c'est un peu ce qui se passait avec cette enseignante. C'est pas que les parents, le 10% des parents, n'en ont rien à faire de la vie de l'enseignante. C'est que sur le moment, leurs demandes, leurs besoins sont plus importants que ces règles. Et que si elle ne les renforce pas, elle confirme cela. Et cette confirmation implicite maintient du coup ce déséquilibre de pouvoir qui peut parfois être perçu. Bien entendu, il existe aussi le scénario où les parents en veulent directement à l'enseignant et ont envie de lui pourrir sa vie. En gros, les autres ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est à vous de vous rappeler que vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que les autres vous font. C'est là où ça devient utile de pouvoir enclencher ce que moi j'appelle notre gardien intérieur. Mais pour pouvoir l'enclencher, il faut parfois se désolidariser justement de ces quelques croyances qui peuvent vraiment nous interdire de le faire. Si je me défends, si je dis non et si je montre que je ne suis pas content et heureuse, on va arrêter de m'apprécier et de m'aimer du coup. Il y avait un épisode fait là-dessus, la nuance entre confondez pas qu'on ne vous apprécie plus autant avec l'absence d'amour total. C'est une des premières croyances. La deuxième croyance, c'est de croire en fait qu'on n'aura pas besoin de le faire, qu'il ne faille pas se défendre. Alors je suis pas en train de dire que dans le monde il va toujours falloir se battre et dans la vie il faut tout le temps se battre. C'est pas ça, mais quand même de temps à autre il faut avoir les yeux assez ouverts pour se dire non mais là ça c'est n'importe quoi. Stop. J'ai le droit de dire stop. Les autres ont le droit d'avoir des attentes, des opinions, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. C'est important d'arrêter de confondre rendre service et être au service. Dans un autre registre, j'ai récemment aussi coaché quelqu'un sur la problématique suivante. Des invités qui restent trop longtemps et qui partent trop tard, ce qui a un impact direct sur le sommeil et qui font qu'ils sont fatigués en fait tout le reste de la semaine. En plus, dans ce cas-là, c'était pas la meilleure soirée. Au niveau de l'ambiance, il y avait un décalage. Donc en gros, ils s'embêtaient et avec cela venait la frustration que c'était interminable et puis justement que les invités ne percevaient pas qu'il était temps de partir malgré le fait qu'il n'y avait pas eu une demande explicite qui a été faite. Donc, au fur et à mesure qu'on coachait là-dessus, au bout de quelques minutes, la croyance pensée suivante a émergé. Je n'ai pas le droit de ne pas aimer quelqu'un et ensuite de là où les punir en leur demandant de partir. Surtout quand c'est des membres de la famille. Ça ne se fait pas. Ils risqueraient de se sentir mal et de m'en vouloir. Bon, en explorant tout cela, on s'est vite rendu compte que ces invités ont toujours été comme cela. À rester très longtemps et puis à pas avoir des sujets de discussion des plus passionnants. Mais maintenant, ce n'était plus supportable. Puis en posant la question de ce qui expliquait cela, le fait que maintenant ce ne soit plus supportable, on a très vite fait le lien avec les nouvelles responsabilités professionnelles que ma cliente avait. Et elle adore ces nouvelles responsabilités, mais du coup ça lui demande d'ajuster certaines habitudes de vie. En fait, elle ne peut tout simplement plus se permettre de perdre son temps au-delà d'un certain seuil. C'est en faisant émerger cela que du coup, on a commencé à ouvrir la possibilité qu'en fait, les vraies raisons pour lesquelles elle pourrait justifier de demander à n'importe qui de partir à l'heure qui lui convient à elle, donc de se réapproprier en fait son emploi du temps, et que ce qui était en train de se passer, c'est que ce n'était pas en fait qu'elle n'aimait plus ces personnes, c'est juste que en parallèle, il y avait de nouvelles priorités, des choses qui sont tout aussi importantes que le fait d'être une bonne hôtesse et de voir les membres de sa famille, mais quand même plus important, et c'est là où il y a toute la nuance, que de continuer d'accommoder les attentes, les conforts en plus des membres de sa famille qui voulaient rester 1 heure et demie de plus que ce qui était convenable, et que à ce moment-là, en fait, effectivement, ses responsabilités professionnelles étaient plus importantes que le confort des membres de sa famille. Dans Game Changer, c'est là où on est vraiment sur les piliers vision, connexion.
À la fin de son coaching, elle m'a quand même posé une dernière question. Ouais, ok, mais si en fait ils ne comprennent pas? Et là, la réponse, elle est simple, elle n'est peut-être pas facile à mettre en place, mais elle est assez simple. C'est ok si les autres ne comprennent pas vos décisions. Mais la question qui est plus importante, c'est est-ce que vous voulez qu'on vous comprenne ou bien est-ce que vous voulez pouvoir profiter à fond de cette nouvelle opportunité, de cette nouvelle passion qui se présente et voir jusqu'à où ça peut vous mener? Qu'est-ce qui est plus important? Et c'est ça ce que ça veut dire se rendre compte quand on est plus important, entre guillemets, que les autres. C'est pas dans le sens moi d'abord, mais c'est moi aussi. Et c'est pas dans le sens moi je suis meilleur. C'est de pouvoir se dire j'ai le droit de penser autrement. J'ai le droit d'avoir envie d'autre chose. Et j'ai le droit d'aimer ce que toi tu rejettes et désapprouves. Et je peux aussi t'aimer et t'apprécier pour qui tu es. Mais désormais, je ne vais plus me réduire pour que tu te sentes à l'aise et confortable. C'est là toute la nuance. Se mettre soi en premier, c'est ne pas dire « moi d'abord, mais moi aussi ». Avec cela, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Si vous avez envie de prendre tous ces sujets et de les approfondir, venez nous rejoindre sur Unlocking You. C'est le programme de coaching en ligne, en groupe. Et puis, si cela vous dit, merci de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou bien 5 étoiles sur Spotify. Je vous remercie d'avance, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.